Le soleil printanier de Lyon filtrait à travers les nuages épars en cette matinée d'avril 2016, 15 ans après ce jour de Pâques qui avait à jamais marqué la mémoire de la ville. Dans les ruelles pavées du vieux Lyon, les cloches de la basilique de Fourvière résonnaient comme un écho lointain de cette tragédie enfouie que personne n'osait plus évoquer. Mais ce matin-là, quelque chose allait réveiller les fantômes du passé. Le père Antoine, le maître, gravissait lentement les sentiers escarpés du massif du Pilat, ses pas mesurés par 2 décennies de méditation et de prière. À 45 ans, cet homme au visage buriné par les confessions et les chagrins d'autrui cherchait dans la solitude de ses collines un refuge contre le tumulte de sa paroisse Saint-Just. Ses cheveux grisonnants témoignaient d'une vie entière dédiée au service d'une communauté qui lui faisait confiance aveuglément. Pourtant, en ce jour particulier, c'était lui qui allait avoir besoin de foi pour affronter ce que le destin lui réservait. Les fidèles affluaient vers la basilique pour la traditionnelle procession de Pâques. Mais Antoine préférait ces moments d'intimité avec le Créateur, loin des foules et du bruit. Il connaissait chaque pierre de ses sentiers, chaque arbre qui offrait son ombre aux promeneurs solitaires. C était son sanctuaire personnel, l'endroit où il venait puiser la force nécessaire pour porter les fardeaux de ses ouailles. Mais aujourd'hui, C était lui qui allait découvrir un fardeau bien plus lourd que tout ce qu'il avait pu imaginer. Cherchant un endroit pour se recueillir, Antoine s'approcha d'une formation rocheuse familière, un amas de pierres calcaires sculptées par le temps et les intempéries. C'est là, alors qu'il s'apprêtait à s'agenouiller pour la prière, qu'un éclat doré attira son regard. Entre les cailloux et la terre sèche, quelque chose brillait sous les rayons obliques du soleil matinal. Son cœur se serra d'une inquiétude inexplicable, comme si son instinct pressentait déjà l'ampleur de ce qu'il s'apprêtait à découvrir. Avec des gestes précautionneux, presque respectueux, Antoine écarta la terre et les feuilles mortes. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'ils effleurèrent le métal froid d'une chaînette délicate. Une chaîne en or, visiblement conçue pour le cou d'un enfant, émergea lentement de sa cachette improvisée. Au bout pendait un petit cœur ciselé, et sur ce cœur, des mots gravés qui firent vaciller la respiration du prêtre. « Pour ma Sophie, avec amour de papa. » 2000. Le monde sembla s'arrêter autour d'Antoine. Ce prénom, Sophie, résonnait dans sa mémoire avec la force d'un souvenir douloureux qu'il avait tenté d'enfouir pendant des années. Sophie Morel. La petite fille de 6 ans qui avait disparu avec sa famille entière lors de la Semaine Sainte de 2001. Il se souvenait encore de cette époque terrible où toute la communauté S était mobilisée, où les prières S étaient élevées dans toutes les églises de la région, où l'espoir et l'angoisse se mêlaient dans les cœurs de chaque habitant de Lyon. Mais ce N n'était pas tout. À côté de la chaînette, d'autres objets gisaient dans cette tombe improvisée. Des lambeaux de tissu bleu, délavés par le temps et les éléments, mais encore reconnaissables. Une petite chaussure d'enfant, une sandalette rose qui avait dû connaître des courses joyeuses dans les parcs de la ville avant de finir enterrée dans cette solitude minérale. Antoine sentit ses jambes se dérober sous lui. Ces objets n'avaient pas été perdus par hasard. Ils avaient été enterrés, cachés, dissimulés avec l'intention délibérée de les faire disparaître à jamais. Le prêtre recula instinctivement, comme si ces reliques pouvaient le brûler. Son esprit rationnel tentait de trouver une explication innocente, mais son cœur savait déjà qu'il venait de mettre au jour quelque chose de terrible. 15 ans, 15 longues années pendant lesquelles ses preuves avaient attendu dans l'ombre, témoins silencieux d'une tragédie que tout le monde avait fini par oublier. Tout le monde sauf les familles meurtries, sauf ceux qui continuaient à scruter l'horizon en espérant un miracle qui ne viendrait jamais. Les mains tremblantes, Antoine rassembla précautionneusement les objets. Chaque geste lui coûtait, comme s'il profanait une sépulture sacrée. Mais il savait qu'il ne pouvait pas laisser ces témoins du passé retourner à leur silence. Quelque part dans Lyon, il y avait encore des gens qui attendaient des réponses, des âmes en peine qui méritaient de connaître la vérité, même si celle-ci s'avérait plus douloureuse que l'incertitude.
Le retour vers la parochia fut un calvaire. Chaque pas résonnait dans la conscience d'Antoine comme un battement de tambour funèbre. Il serrait contre lui le petit sac où il avait placé les reliques, conscient de porter entre ses mains bien plus que de simples objets. Il portait l'espoir et la terreur, la possibilité d'un dénouement et la certitude d'un chagrin renouvelé. Car si ces objets appartenaient vraiment à Sophie Morel, cela signifiait que la petite fille et sa famille n'avaient jamais quitté Lyon. Ils étaient restés là, quelque part dans ces collines qu'Antoine connaissait si bien, attendant qu'une main charitable les ramène vers la lumière. De retour dans le calme de son bureau paroissial, Antoine étala les objets sur sa table de travail. La chaînette brillait faiblement sous la lampe, et l'inscription semblait lui reprocher des années de silence. Pour ma Sophie, avec amour de papa. Ces mots simples portaient toute la tendresse d'un père pour sa fille, tout l'amour d'une famille unie que quelque chose d'abominable était venu détruire. Le prêtre sentit les larmes monter à ses yeux. Il avait célébré tant de funérailles, consolé tant de familles endeuillées, mais jamais il n'avait ressenti cette connexion directe avec la tragédie. Cette impression d'être devenu malgré lui le dépositaire d'un secret terrible. Les souvenirs remontaient en vagues successives. François Morel, le comptable respecté de la Transport lyonnais, homme discret et travailleur qui ne manquait jamais la messe du dimanche. Claire Dubois, son épouse, institutrice dévouée qui avait enseigné à des générations d'enfants lyonnais avec cette patience infinie qui caractérise les vrais éducateurs. Et puis Sophie, 6 ans, et Valérie, 4 ans, 2 petites filles qui couraient dans la cour de l'école en riant aux éclats, insouciantes et pleines de vie. Ils avaient disparu un dimanche de Pâques, alors qu'ils se rendaient comme chaque année à la procession de Fourvière. La voiture de François avait été retrouvée sur un parking du centre-ville, mais aucune trace de la famille. Pendant des mois, la police avait fouillé, les bénévoles avaient ratissé les environs, les journaux avaient publié leurs photos en première page. Puis, peu à peu, l'affaire S était enlisée dans les méandres administratifs, noyée sous d'autres priorités, d'autres urgences. Les Morel étaient devenus un dossier froid, une tragédie de plus dans les archives de la préfecture. Mais Antoine savait qu'il ne pouvait pas porter seul le poids de cette découverte. Il y avait quelqu'un dans Lyon qui n'avait jamais cessé d'espérer, quelqu'un qui méritait de savoir que l'attente touchait peut-être à sa fin. Étienne Morel, le frère de François, avait consacré ses 15 dernières années à maintenir vivace la mémoire de sa famille disparue. C était un homme brisé mais déterminé, qui avait transformé sa douleur en mission sacrée. Le lendemain matin, Antoine se rendit au petit appartement où vivait Étienne, dans le quartier de la Croix-Rousse. L'immeuble était modeste, typique de ces constructions ouvrières qui donnaient à Lyon son caractère authentique. Au 3e étage, une porte s'ouvrit sur un homme de 53 ans dont les cheveux entièrement blancs trahissaient des années de tourments. Étienne avait les mêmes yeux que son frère François, d'un bleu profond qui semblait avoir gardé toute la tristesse du monde. « Père Antoine », dit-il simplement, sans surprise apparente. Comme s'il avait toujours su que ce jour viendrait, que quelqu'un finirait par frapper à sa porte avec des nouvelles de François et de sa famille. L'appartement des Étienne était un sanctuaire dédié aux disparus. Sur chaque mur, des photos de François, Claire, Sophie et Valérie souriaient avec cette joie insouciante qui précède les tragédies. Une table entière était consacrée aux recherches de Étienne, cartes de la région, articles de journaux jaunis, lettres échangées avec les autorités. Témoignages recueillis au fil des années, 15 ans de quête obsessionnelle, de refus d'abandonner, de foi inébranlable en la possibilité d'une vérité. Antoine sortit délicatement la chaînette de son sac. Il n'eut pas besoin de parler. Étienne la reconnut immédiatement et son visage se décomposa comme s'il venait de recevoir un coup au cœur. Ses mains tremblèrent lorsqu'il tendit les doigts vers le bijou, effleurant l'inscription avec une tendresse infinie. « Mais c'est François qui la lui avait offerte pour ses 6 ans, » murmura-t-il d'une voix brisée. Sophie ne la quittait jamais.
Elle disait qu'elle se sentait protégée quand elle la portait, que l'amour de son papa était toujours avec elle. Les deux hommes restèrent silencieux, contemplant cet objet minuscule qui portait en lui tant d'amour et tant de tragédie. Antoine raconta sa découverte, décrivit l'endroit où il avait trouvé la chaînette et les autres objets. À mesure qu'il parlait, il voyait l'espoir et la terreur se livrer bataille dans les yeux de Étienne, l'espoir de savoir enfin, la terreur de découvrir une vérité insoutenable. « Où sont les autres objets ?» demanda Étienne d'une voix à peine audible. Antoine les sortit un à un, les morceaux de tissu bleu, la petite chaussure rose. Chaque relique était identifiée par Étienne avec une précision déchirante. Le tissu appartenait à la robe préférée de Sophie, celle qu'elle mettait les dimanches pour aller à la messe. La chaussure était l'une des sandales que Claire avait achetées à Valérie pour le printemps, quelques semaines avant leur disparition. « Ils n'ont jamais quitté Lyon », souffla Étienne, cette évidence tombant sur eux comme une chape de plomb. Pendant toutes ces années, ils étaient là si près. Antoine posa une main réconfortante sur l'épaule de son interlocuteur. Il avait l'habitude de consoler les familles endeuillées, mais cette fois, était différent. Cette fois, la mort avait un visage précis, une histoire personnelle qui le touchait au plus profond de son être de pasteur. Il avait connu cette famille, il avait béni leur joie et partagé leurs préoccupations quotidiennes. Et maintenant, il devenait malgré lui l'artisan de leur résurrection dans la douleur. « Il faut prévenir la police », dit finalement Antoine. « Ces objets sont des preuves. Ils peuvent relancer l'enquête. » Étienne hocha la tête, mais son expression trahissait une amertume profonde. « L'enquête », répéta-t-il avec un rire amer. « Vous savez ce qu'elle a donné, leur enquête ? 15 ans de silence. 15 ans pendant lesquels ils nous ont dit qu'ils faisaient tout leur possible, qu'ils suivaient toutes les pistes. Et pendant ce temps, les preuves étaient là, enterrées sur un sentier que n'importe qui pouvait emprunter. » Cette remarque fit naître chez Antoine un doute troublant. Comment était-il possible que ces objets soient restés dissimulés si longtemps dans un endroit relativement accessible ? Le massif du Pilat était certes vaste, mais les sentiers étaient régulièrement fréquentés par les randonneurs, les chasseurs, les promeneurs du dimanche. Quelqu'un d'autre avait-il trouvé ces objets avant lui et choisi de les remettre en place ? Ou pire encore, quelqu'un avait-il délibérément guidé les recherches loin de cette zone ? « À qui allons-nous nous adresser ?» demanda Antoine. « En qui pouvons-nous avoir confiance ?» Étienne réfléchit longuement avant de répondre. Il y a l'inspecteur Gabriel Marchand. Il n'était pas encore en poste lors de la disparition. Il a été muté à Lyon il y a seulement 5 ans. J'ai entendu dire que était quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui ne se laisse pas influencer par les pressions. Le nom de Marchand évoquait effectivement quelque chose à Antoine. Un homme de 40 ans environ, père de famille, qui s'était fait remarquer par son professionnalisme dans plusieurs affaires délicates. Si quelqu'un pouvait reprendre l'enquête avec un regard neuf, était peut-être lui. Mais avant de franchir cette étape irréversible, Étienne voulait montrer quelque chose à Antoine. Il se dirigea vers une armoire et en sortit une boîte en carton qu'il manipulait avec les précautions dues à un trésor inestimable. À l'intérieur, des centaines de documents soigneusement classés. Rapports de police, témoignages, articles de presse, correspondance avec les autorités. « J'ai tout gardé », expliqua-t-il. « Chaque papier, chaque information, chaque détail. Parce que je savais qu'un jour, il faudrait tout reprendre depuis le début. » Antoine parcourut quelques-uns de ces documents et fut frappé par la méticulosité d'Étienne. Cet homme avait mené sa propre enquête parallèle, recoupant les informations, identifiant les incohérences, relevant les zones d'ombre. Il avait constitué un dossier plus complet que bien des investigations officielles. « Regardez ceci », dit Étienne en montrant un rapport daté de mai 2001. Le commandant Luc Renard, qui dirigeait l'enquête, affirme dans ce document que tous les sentiers du massif du Pilat ont été fouillés systématiquement. Il donne même des précisions kilométriques, des secteurs numérotés.
Comment expliquer alors que ces objets aient échappé aux recherches? La question était légitime et troublante. Soit les recherches n'avaient pas été aussi approfondies qu'annoncées, soit quelqu'un avait délibérément orienté les investigations loin de la vérité. Dans les deux cas, cela remettait en question l'intégrité de l'enquête originelle et soulevait des interrogations sur les véritables motivations de ceux qui l'avaient dirigée. Il y a autre chose, continua Étienne, en sortant une chemise particulièrement épaisse. Des témoignages qui n'ont jamais été pris au sérieux, des pistes qui ont été abandonnées sans explication valable. Regardez ce que dit Madame Odette Bernard, qui habite près de l'endroit où vous avez trouvé la chaînette. Antoine lut attentivement la déclaration de cette femme de 68 ans qui affirmait avoir vu, le jour de la disparition, une voiture arrêtée sur la route menant au massif du Pilat. À côté du véhicule, elle avait distingué une famille avec 2 enfants, apparemment en discussion avec plusieurs hommes. L'un de ces hommes portait ce qui ressemblait à un uniforme officiel. « Et alors ?» demanda Antoine. « Qu'est-ce qui s'est passé avec ce témoignage ?» Étienne pointa du doigt les annotations marginales du rapport. Elles étaient signées « L. Renard » et disqualifiaient le témoignage, sous prétexte que Madame Bernard était une personne âgée à la vue défaillante et que ses déclarations manquaient de cohérence. Pourtant, à la lecture du document, le témoignage semblait au contraire d'une précision remarquable. « J'ai rencontré Madame Bernard plusieurs fois ces dernières années », expliqua Étienne. « Elle a conservé toute sa lucidité et continue d'affirmer ce qu'elle a vu ce jour-là. Mais personne n'a jamais voulu, elle, écouter vraiment. » Une colère sourde montait dans le cœur d'Antoine. Comment avait-on pu écarter si facilement un témoignage potentiellement crucial? Comment avait-on pu classer une affaire aussi grave sans avoir exploré toutes les pistes? Ces questions le ramenaient à ses propres interrogations sur l'Église, sur ces institutions qui prétendaient servir la vérité, mais qui parfois la trahissaient par confort ou par lâcheté. La journée touchait à sa fin, et les 2 hommes convenaient de se retrouver le lendemain pour rencontrer l'inspecteur Marchand. Mais avant de se séparer, Étienne voulut faire une dernière confidence à Antoine. « Vous savez, père, pendant toutes ces années, j'ai parfois douté. Je me demandais si je n'étais pas en train de m'accrocher à des chimères, si je n'aurais pas mieux fait d'accepter leur disparition et de tenter de reconstruire ma vie. Mais chaque fois que le découragement me gagnait, quelque chose me rappelait que François et sa famille méritaient mieux que l'oubli. » Antoine comprenait cette détermination. Lui aussi avait connu des moments de doute dans sa vocation, des périodes où la foi vacillait face à l'incompréhension du monde. Mais c'était précisément dans ces moments-là que la mission devenait la plus importante, que le service d'autrui prenait tout son sens. En quittant l'appartement des Étienne, Antoine emporta avec lui bien plus qu'une simple découverte archéologique. Il emporta la certitude qu'une famille entière attendait justice depuis 15 ans, que des mensonges avaient été construits sur leur silence, que des institutions avaient failli à leur mission première. Et il emporta surtout la conviction qu'il était désormais lié à cette quête de vérité, qu'il ne pourrait plus jamais gravir les sentiers du massif du Pilat sans penser à Sophie, Valérie, Claire et François Morel. La nuit fut longue dans le presbytère de Saint-Just. Antoine priait, mais ses oraisons se mêlaient d'interrogations terrestres. Quelque part dans Lyon, des gens savaient, des gens qui avaient peut-être participé à la tragédie, d'autres qui s'étaient contentés de fermer les yeux, d'autres encore qui avaient délibérément entravé la recherche de la vérité. Et maintenant que les premiers éléments de preuve refaisaient surface, comment ces gens allaient-ils réagir? Tenteraient-ils de protéger leurs secrets? Ou au contraire, le poids du remords les pousserait-il enfin vers la confession? Antoine se leva et se dirigea vers la fenêtre de son bureau. Au loin, les lumières de Lyon scintillaient dans la nuit printanière. Quelque part dans cette ville, une vérité attendait d'être libérée. Une vérité qui allait peut-être bouleverser des existences, remettre en question des certitudes, obliger tout le monde à regarder en face une réalité que beaucoup préféraient ignorer. Mais
était le prix à payer pour que Sophie, Valérie, Claire et François puissent enfin reposer en paix et que leur mémoire soit honorée comme elle le méritait. Le prêtre referma doucement la fenêtre et retourna à ses prières. Demain commencerait une nouvelle étape, plus périlleuse peut-être, mais nécessaire. Car la vérité, même douloureuse, était toujours préférable au mensonge, même consolant. Et si Dieu l'avait guidé vers cette découverte sur les pentes du massif du Pilat, c'était sûrement pour qu'il devienne l'instrument de cette justice longtemps différée. Chapitre 2. L'inspecteur Gabriel Marchand était un homme méthodique qui avait fait de la rigueur sa philosophie professionnelle. À 42 ans, père de 2 adolescents, il avait quitté Paris 5 années plus tôt pour s'installer à Lyon avec sa femme Sophie, un prénom qui résonnait désormais d'une façon particulière dans son esprit. Ce matin d'avril, en voyant entrer dans son bureau le père Antoine, accompagné d'un homme aux cheveux blancs, il ne se doutait pas qu'il allait plonger dans l'une des affaires les plus troublantes de sa carrière. Étienne Morel se tenait droit, malgré le poids des années et du chagrin, serrant contre lui une boîte en carton comme s'il s'agissait de son bien le plus précieux. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de vieillesse, mais de émotion contenue. 15 ans d'attente, 15 ans d'espoir et de désespoir mêlés, trouvaient peut-être enfin leur dénouement dans ce bureau anonyme de la préfecture de Lyon. « Inspecteur », commença Antoine d'une voix posée mais chargée d'émotion. « Nous venons vous voir au sujet d'une découverte qui pourrait relancer l'enquête sur la disparition de la famille Morel en 2001. » Marchand se redressa instinctivement. Il connaissait cette affaire, comme tous les policiers de Lyon connaissaient les dossiers non résolus qui hantaient les archives. 4 personnes volatilisées un dimanche de Pâques, sans laisser la moindre trace exploitable. Un mystère qui avait mobilisé des dizaines d'enquêteurs pendant des mois avant de sombrer dans l'oubli administratif. Antoine posa délicatement sur le bureau la chaînette dorée, les fragments de tissu et la petite chaussure rose. Chaque objet sembla s'illuminer sous l'éclairage froid du néon, comme s'ils portaient encore en eux la chaleur de ceux qui les avaient possédés. Marchand enfila ses gants et examina minutieusement les pièces, notant mentalement chaque détail, chaque indice qui pourrait s'avérer crucial. « Où avez-vous trouvé ces objets, Père Antoine ?» demanda-t-il en sortant son carnet. Le récit du prêtre fut précis et détaillé. Il décrivit l'endroit exact, les circonstances de sa découverte, l'état dans lequel il avait trouvé les objets. Marchand, elle, écoutait attentivement, prenant des notes, posant des questions techniques sur la position des objets, leur enfouissement, l'aspect du terrain environnant. Étienne, lui, se contentait d'observer cette renaissance officielle de l'enquête avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Il avait tant espéré ce moment, mais maintenant qu'il arrivait, il mesurait l'ampleur du chemin qui restait à parcourir. Car si ces objets prouvaient que sa famille n'avait jamais quitté la région, ils ne disaient rien des circonstances de leur disparition, ni de l'identité de ceux qui en étaient responsables. « Je vais faire analyser ces pièces par notre laboratoire », annonça Marchand. « Nous vérifierons l'ADN, nous chercherons des éventuelles traces, nous daterons l'enfouissement si c'est possible. Mais avant cela, j'aimerais consulter le dossier original de l'enquête. » Étienne ouvrit sa boîte en carton et en sortit une copie complète de tous les documents qu'il avait pu obtenir au fil des années. Marchand fut impressionné par la méticulosité de cet homme qui avait constitué ses propres archives, croisant les sources, relevant les incohérences, poursuivant sa quête personnelle avec une détermination qui forçait le respect. « Vous avez fait un travail remarquable », reconnut l'inspecteur en feuilletant les dossiers. Certains de ces documents, je ne les ai même pas dans nos archives officielles. Cette remarque fit tiquer Étienne. Comment est-ce possible? Ces rapports ont été établis par vos services. Comment pouvez-vous ne pas les avoir? Marchand fronça les sourcils et promit de vérifier immédiatement. Il se dirigea vers les armoires où étaient rangés les dossiers anciens et chercha le classeur Morel. Ce qu'il découvrit le laissa perplexe. Le dossier était anormalement mince pour une enquête qui avait supposément mobilisé tant de moyens. Plusieurs rapports manquaient, d'autres étaient incomplets, certaines pièces portèrent des traces de manipulation suspectes,
C'est inhabituel, admit-il en revenant vers ses visiteurs. Il semble qu'une partie des documents ait disparu de nos archives. Je vais demander une recherche dans les archives centrales. Étienne et Antoine échangèrent un regard entendu. Cette première anomalie confirmait leurs soupçons sur les dysfonctionnements de l'enquête originelle. Comment pouvait-on perdre des pièces aussi importantes? Et surtout, comment pouvait-on l'accepter sans poser de questions? Marchand passa les heures suivantes à éplucher les documents fournis par Étienne, prenant des notes, établissant une chronologie, identifiant les zones d'ombre. Plus il avançait dans sa lecture, plus son inquiétude grandissait. Cette enquête présentait des lacunes béantes, des négligences troublantes, des choix d'investigation difficiles à justifier. Le témoignage de Madame Odette Bernard, notamment, retenait toute son attention. Cette femme affirmait avoir vu la famille Morel en compagnie d'hommes en uniforme le jour de leur disparition. Mais sa déclaration avait été écartée sans véritable investigation. Les annotations du commandant Renard étaient particulièrement sévères, qualifiant la témoin de peu fiable et ses déclarations de confuses. « Je vais rencontrer cette dame », décida Marchand. Si elle est encore vivante et si sa mémoire est intacte, son témoignage pourrait être capital. Madame Odette Bernard habitait toujours le même petit pavillon de banlieue où elle vivait en 2001. À 83 ans, elle avait conservé une vivacité d'esprit remarquable et une mémoire précise qui impressionna immédiatement l'inspecteur. Contrairement à ce qu'affirmaient les rapports de l'époque, elle était parfaitement cohérente et ses souvenirs d'une précision troublante. « Je me rappelle ce dimanche comme si c'était hier », raconta-t-elle en servant le thé dans sa cuisine fleurie. « J était dans mon jardin en train de tailler mes rosiers. Quand j'ai entendu des voix sur la route. Ce N était pas habituel, vous savez. Cette route ne mène nulle part, elle s'arrête au pied du massif. Alors j'ai regardé par-dessus la haie. Son récit était d'une précision saisissante. Elle décrivait la voiture familiale, une Peugeot bleue qu'elle avait formellement identifiée grâce à une petite éraflure sur le pare-choc arrière. Elle se souvenait des vêtements portés par chaque membre de la famille, de l'attitude des enfants qui semblait effrayée, de la tension visible sur le visage des parents. Il y avait 3 hommes avec eux, continua-t-elle. 2 en uniforme, 1 en civil. Celui en civil semblait diriger la conversation. Les parents avaient l'air inquiets. Ils regardaient sans cesse vers leurs filles comme pour les protéger. Marchand prenait des notes minutieusement, impressionné par la cohérence du témoignage. Cette femme n'était manifestement pas le témoin peu fiable décrit dans les rapports de 2001. Au contraire, elle faisait preuve d'une mémoire remarquable et d'un sens de l'observation aiguisé. « Avez-vous vu dans quelle direction ils sont partis ?» demanda-t-il. « Ils ont pris le chemin qui monte vers les anciennes carrières, » répondit-elle sans hésitation. « Mais c'est bizarre, parce que ce chemin ne mène nulle part. Il s'arrête au bout de 2 kilomètres sur un terrain vague. » Cette information était capitale. Si la famille Morel avait effectivement été emmenée dans cette direction, cela recoupait parfaitement avec l'endroit où Antoine avait découvert les objets personnels. Le puzzle commençait à prendre forme, mais chaque pièce qui s'ajoutait rendait l'image finale plus troublante. « Madame Bernard ?» reprit Marchand avec délicatesse. « Je dis, pourquoi pensez-vous que votre témoignage n'a pas été pris au sérieux à l'époque ?» La vieille dame soupira profondément. Et pour la première fois depuis le début de l'entretien, une ombre de tristesse passa dans ses yeux. Le commandant Renard est venu me voir 3 jours après ma déclaration. Il m'a dit que j'avais mal vu, que ma vue n'était plus ce qu'elle était, que je confondais peut-être avec une autre situation. Il était, comment dire, très persuasif. J'ai fini par douter de moi-même. Cette révélation glaça Marchand. Un enquêteur avait délibérément découragé un témoin au lieu d'approfondir son témoignage. C était contraire à tous les protocoles, contraire à l'éthique professionnelle la plus élémentaire. Mais pourquoi Renard avait-il agi ainsi? Incompétence ou volonté délibérée d'orienter l'enquête? De retour au commissariat, Marchand se plongea dans les archives personnelles de Luc Renard.
L'ancien commandant avait pris sa retraite en 2010, après une carrière sans éclat particulier. Ses dossiers révélaient un policier correct, mais sans génie, qui avait mené ses enquêtes sans innovation ni initiative remarquable. Rien dans son parcours ne laissait présager une corruption ou une malhonnêteté flagrante. Pourtant, ses choix dans l'affaire Morel interrogeaient. L'inspecteur décida de rendre visite à Renard dans sa maison de retraite près de Villefranche-sur-Saône. L'homme de 68 ans l'accueillit avec une politesse distante, visiblement surpris par cette visite inattendue. Dans le petit salon de sa maisonnette, entouré de photos de famille et de souvenirs de carrière, l'ancien commandant semblait bien loin des préoccupations policières. « L'affaire Morel », répéta-t-il, quand Marchand évoqua l'objet de sa visite. « Bien sûr que je m'en souviens. C était un dossier difficile, sans témoins fiables, sans pistes concrètes. Nous avons fait tout ce qui était possible à l'époque. » Marchand lui parla de la découverte d'Antoine, des objets retrouvés sur le massif du Pilat. Renard, elle, écouta sans broncher. Mais quelque chose dans son attitude trahissait une nervosité grandissante. Ses mains se crispaient sur les accoudoirs de son fauteuil et il évitait le regard de son interlocuteur. « Ces objets étaient forcément enterrés depuis peu, finit-il par dire. Nous avons fouillé cette zone en 2001. S'ils avaient été là, nous les aurions trouvés. »« Justement, » répliqua Marchand, « c'est exactement ce qui m'intrigue. Comment expliquer qu'une zone supposée fouillée ait livré ses preuves 15 ans plus tard ?» Renard se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre, tournant le dos à son visiteur. « Écoutez, inspecteur, cette affaire m'a bouffé 2 ans de ma vie. J'ai mobilisé toutes les ressources disponibles, j'ai suivi toutes les pistes. J'ai interrogé des centaines de personnes. Si je n'ai pas trouvé ces gens, c'est qu'ils ne voulaient pas être trouvés. Un point, c'est tout. » Cette formulation étrange frappa Marchand. Ils ne voulaient pas être trouvés, comme si la famille Morel avait choisi de disparaître, comme si leur sort relevait de leur propre volonté. C était une façon bien particulière de parler de victimes présumées. « Et le témoignage de Madame Bernard ?» insista Marchand. « Pourquoi l'avoir écarté si rapidement ?» Renard se retourna et cette fois, son visage trahissait une irritation manifeste. Cette femme était âgée, ses déclarations changeaient à chaque entretien. Elle mélangeait les dates, les heures, les descriptions. Ce n'était pas un témoignage exploitable. Pourtant, quand Marchand lui lut les déclarations consignées dans le dossier D. Étienne, Renard ne put masquer sa surprise. Ces témoignages étaient d'une cohérence remarquable, d'une précision troublante. Ils ne correspondaient en rien à la description qu'il en faisait. « Je ne me souviens plus des détails », botta-t-il en touche. « Ça fait 15 ans, vous savez. » Mais Marchand savait reconnaître un mensonge quand il en entendait un. L'attitude de Renard, ses réponses évasives, sa nervosité croissante, tout indiquait qu'il cachait quelque chose d'important. La question était de savoir quoi, et surtout pourquoi. En quittant la maison de l'ancien commandant, Marchand avait la certitude que l'enquête de 2001 avait été sabotée de l'intérieur. Reste à comprendre les motivations de ce sabotage et à identifier tous ceux qui y avaient participé. Car une opération de cette ampleur ne pouvait pas être l'œuvre d'un seul homme. De retour à Lyon, l'inspecteur se plongea dans les archives de la Transport Lyonnais, l'entreprise où travaillait François Morel. Cette société de transport routier avait cessé ses activités en 2003, officiellement pour des raisons de gestion difficiles. Mais en creusant dans les documents comptables, Marchand découvrit des anomalies troublantes dans les mois qui avaient précédé la disparition de la famille. François Morel, en tant que comptable principal, avait accès à tous les livres de compte de l'entreprise. Or, plusieurs mouvements financiers atypiques apparaissaient dans les registres de fin 2000 et début 2001. Des virements importants vers des comptes offshore, des facturations douteuses pour des prestations non identifiées, des écritures comptables qui semblaient destinées à masquer la réalité des flux financiers. Plus troublante encore, une note manuscrite retrouvée dans les affaires personnelles de François indiquait qu'il était interrogé sur ces irrégularités.
Il avait même commencé à constituer un dossier, rassemblant les pièces comptables suspectes, préparant apparemment un rapport destiné aux autorités fiscales. Étienne confirma que son frère était un homme scrupuleux, incapable de fermer les yeux sur des malversations. François était d'une honnêteté absolue, expliqua-t-il à Marchand. S'il avait découvert des irrégularités dans sa société, il n'aurait jamais pu vivre avec ce secret. Il aurait forcément agi. Cette révélation changeait complètement la perspective de l'enquête. La disparition de la famille Morel N était peut-être pas un fait divers aléatoire, mais la conséquence directe des découvertes professionnelles de François. Quelqu'un avait eu intérêt à le faire taire définitivement, lui et sa famille, pour protéger des secrets financiers. Marchand entreprit alors des recherches sur les dirigeants de la Transport lyonnais. L'entreprise était dirigée par Marcel Dubois, aucun lien de parenté avec Claire Dubois, un homme d'affaires local aux relations étendues. Dubois avait vendu l'entreprise en 2003 pour une somme dérisoire, officiellement à cause de difficultés économiques. Mais il avait ensuite créé une nouvelle société, Prosper celle-là, spécialisée dans l'import-export avec l'Europe de l'Est. En parallèle, l'inspecteur découvrit que Marcel Dubois entretenait des relations cordiales avec plusieurs personnalités locales, dont le commandant Renard. Les deux hommes apparaissaient ensemble sur plusieurs photos prises lors des événements mondains lyonnais entre 1998 et 2005, une proximité qui pouvait expliquer la complaisance dont avait bénéficié l'enquête sur la Transport lyonnais. Ces découvertes éclairaient d'un jour nouveau la disparition de la famille Morel. François avait découvert des malversations dans son entreprise. Il s'apprêtait à les dénoncer et quelqu'un avait décidé de l'en empêcher définitivement. L'enquête avait ensuite été sabotée par des complicités internes pour éviter que la vérité N éclate au grand jour. Mais il restait à prouver ses suppositions, à rassembler des preuves tangibles, à identifier tous les responsables. Et surtout, il fallait retrouver les corps de François, Claire, Sophie et Valérie pour que justice leur soit enfin rendue. Marchand organisa une nouvelle fouille sur le site où Antoine avait fait sa découverte. Cette fois, l'opération fut menée avec tous les moyens techniques disponibles. Chiens spécialisés, géoradar, analyse des sols, expertise anthropologique. L'équipe ratissa méthodiquement chaque mètre carré de la zone, élargissant progressivement le périmètre de recherche. Le troisième jour de fouille, les chiens donnèrent l'alerte près d'un bosquet de châtaigniers, à environ 50 mètres de l'endroit où avaient été trouvés les objets personnels. L'excavation révéla rapidement la présence de restes humains, soigneusement enterrés à près de 2 mètres de profondeur. L'expertise préliminaire confirma qu'il s'agissait de 4 corps, 2 adultes et 2 enfants. L'émotion fut immense quand la nouvelle parvint à Étienne. 15 ans après leur disparition, François, Claire, Sophie et Valérie étaient enfin retrouvés. Ils n'avaient jamais quitté Lyon, comme l'avait toujours pressenti leur famille. Ils reposaient dans cette terre qu'ils aimaient, sur ces collines où ils venaient se promener le dimanche après la messe. Mais cette découverte soulevait de nouvelles questions troublantes. L'analyse des restes révéla que les corps avaient été déplacés à une époque récente. La composition chimique du sol, l'état de décomposition, les traces d'ADN, tout indiquait que ces dépouilles n'avaient pas séjourné 15 ans au même endroit. Elles avaient été exhumées, puis réenterrées, probablement dans les dernières années. Cette constatation était terrifiante. Elle signifiait que quelqu'un connaissait l'emplacement original des corps et avait décidé de les déplacer. Mais pourquoi ? Pour brouiller les pistes? Pour faire disparaître des preuves compromettantes? Ou au contraire, pour s'assurer qu'ils finiraient par être découverts? Marchand élargit son enquête, cherchant à identifier qui avait pu avoir accès à cette information. Les recherches dans les archives révélèrent qu'un garde forestier avait signalé des mouvements suspects dans le secteur en 2014. Son rapport mentionnait des véhicules aperçus de nuit près des anciennes carrières, des traces de pelleteuses retrouvées au matin sur les chemins forestiers. Ce garde, Henri Lefebvre, était un homme de 60 ans qui connaissait le massif comme sa poche.
Quand Marchand le rencontra, il confirma ses observations avec une précision qui ne laissait aucun doute sur sa fiabilité. Il avait même noté les plaques d'immatriculation des véhicules suspects, mais ces signalements n'avaient jamais donné lieu à aucune investigation. « J'ai prévenu la gendarmerie locale », expliqua Lefebvre. « Ils m'ont dit qu'ils allaient le vérifier, mais je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Pourtant, était louche, ces manœuvres nocturnes. Dans mon métier, on apprend à reconnaître les activités normales de celles qui ne le sont pas. Une fois de plus, une piste avait été négligée. Un témoignage écarté sans véritable examen. Marchand commençait à discerner un schéma récurrent. À chaque fois qu'un élément pouvait faire avancer l'enquête, il était systématiquement minimisé ou ignoré par les autorités compétentes. L'identification des véhicules aperçus par le garde forestier révéla des connexions troublantes. L'un d'eux appartenait à une société de travaux publics dirigée par un neveu de Marcel Dubois. Cette société avait été créée juste après la fermeture de la Transport lyonnais et prospérait dans des marchés publics obtenus dans des conditions parfois opaques. Le réseau se dessinait petit à petit. Une entreprise de transport qui servait de façade à des activités illégales. Un comptable trop curieux qui menaçait de tout révéler, une famille entière sacrifiée pour préserver des secrets financiers, une enquête sabotée par des complicités internes et enfin des corps déplacés des années plus tard pour brouiller définitivement les pistes. Mais qui était le véritable chef d'orchestre de cette machination? Qui avait les moyens et les relations nécessaires pour orchestrer un tel silence pendant 15 ans? Et surtout, qui avait pris la décision de déplacer les corps en 2014, prenant le risque de relancer involontairement l'enquête? Marchand avait l'intuition que la réponse se trouvait dans les connexions politiques et économiques de Marcel Dubois. Cet homme N n'était pas un simple entrepreneur local, mais un personnage influent aux ramifications étendues. Ses nouvelles activités dans l'import-export l'avaient mis en relation avec des réseaux internationaux, des circuits financiers complexes, des zones grises où la légalité devenait floue. L'inspecteur demanda l'autorisation d'étendre son enquête aux activités actuelles de Dubois. Ce qu'il découvrit le stupéfia. L'homme dirigeait désormais un véritable empire économique, avec des filiales dans 6 pays européens, des comptes dans autant de paradis fiscaux et des relations d'affaires avec des personnalités politiques de premier plan. Comment un simple transporteur lyonnais avait-il pu bâtir une telle fortune en si peu de temps ? Et surtout, comment avait-il pu le faire sans que personne ne s'interroge sur l'origine de ses capitaux? Les réponses à ces questions allaient révéler l'ampleur véritable du scandale que François Morel avait découvert en 2001 et pour lequel lui et sa famille avaient payé le prix ultime. La mort de 4 innocents N était que la partie visible d'un iceberg bien plus massif, impliquant des réseaux de corruption, des complicités institutionnelles et des enjeux financiers considérables. Marchand comprenait maintenant pourquoi l'enquête avait été sabotée. Il ne s'agissait pas seulement de protéger un criminel, mais de préserver tout un système dont les ramifications étendaient bien au-delà de Lyon. En sortant du commissariat ce soir-là, l'inspecteur eut l'impression d'être observé. Une sensation désagréable qui ne le quittait plus, depuis qu'il avait commencé à s'intéresser aux activités de Marcel Dubois. Il savait qu'il entrait dans une zone dangereuse, où les enjeux dépassaient largement le cadre d'une enquête criminelle classique. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait plus reculer. François, Claire, Sophie et Valérie Morel méritaient que toute la vérité soit révélée, quelles qu'en soient les conséquences. Les jours qui suivirent la découverte des corps plongèrent Lyon dans une atmosphère étrange, faite de murmures et de regards furtifs. La nouvelle avait filtré malgré les précautions de la police, et chacun dans la ville se souvenait soudain de cette famille qui avait disparu un dimanche de Pâques. Dans les cafés, sur les marchés, dans les files d'attente, les conversations reprenaient des hypothèses abandonnées depuis 15 ans, des soupçons jamais exprimés, des intuitions longtemps refoulées. Étienne Morel traversait cette période avec un mélange de soulagement et de douleur renouvelée. Savoir enfin ce qu'était devenu sa famille lui apportait une forme de paix, mais la certitude de leur assassinat
ravivait une colère qu'il avait cru apaisée par les années. Dans son petit appartement de la Croix-Rousse, il recevait désormais un flot constant de visites. D'anciens collègues de François, des parents d'élèves de Claire, des voisins qui se souvenaient des rires de Sophie et Valérie dans la cour de l'immeuble. Je savais bien qu'il ne était pas volatilisé comme ça, lui confiait Madame Moreau, qui habitait au même étage que François 15 ans plus tôt. François était trop attaché à sa famille pour disparaître volontairement. Et Claire était trop responsable pour abandonner ses élèves en pleine année scolaire. Ces témoignages spontanés renforçaient la conviction de Étienne que son frère et sa belle-sœur avaient été victimes de leur intégrité. François n'aurait jamais pu vivre en gardant le silence sur des malversations, et Claire l'aurait soutenu dans sa démarche, même si cela devait leur coûter cher. De son côté, l'inspecteur Marchand approfondissait ses recherches sur Marcel Dubois et son entourage. L'homme S était muré dans le silence depuis que la nouvelle de la découverte des corps avait été rendue publique, refusant tout contact avec les médias et déclinant toute demande d'entretien de la police. Ses avocats invoquaient de l'absence de charges formelles contre leurs clients et exigeaient que toute investigation le concernant passe par des voies légales strictement encadrées. Cette attitude défensive ne faisait que renforcer les soupçons de Marchand. Un homme innocent aurait naturellement cherché à s'expliquer, à coopérer avec l'enquête, à démontrer sa bonne foi. Le mutisme de Dubois trahissait au contraire une culpabilité que ses conseils juridiques tentaient de protéger derrière un paravent procédural. L'inspecteur décida donc de s'intéresser à l'entourage de l'entrepreneur, espérant y trouver des failles dans le mur de silence qui l'entourait. Il commença par interroger d'anciens employés de la Transport lyonnais, ceux qui avaient travaillé aux côtés de François Morel dans les mois précédant sa disparition. André Petit, ancien chauffeur de l'entreprise, accepta de rencontrer Marchand dans un café du centre-ville. Homme de 65 ans, aux mains usées par le travail, il avait gardé un souvenir précis de cette période troublée où l'ambiance de l'entreprise S était progressivement dégradée. François était de plus en plus soucieux, raconta-t-il en remuant son café. Il restait tard le soir. Il vérifiait et revérifiait ses comptes. Parfois, je le voyais parler avec des collègues à voix basse, comme s'il cherchait à comprendre quelque chose qui lui échappait. André se souvenait aussi de changements dans l'organisation de l'entreprise. Certains transports étaient confiés à des chauffeurs extérieurs. Certaines factures étaient traitées directement par la direction sans passer par la comptabilité. Certains clients payaient par des circuits inhabituels. Monsieur Dubois disait que était pour moderniser l'entreprise, pour s'adapter au nouveau marché, expliqua l'ancien chauffeur. Mais nous, les anciens, on voyait bien que quelque chose clochait. On transportait des marchandises sans vraiment savoir ce que était. On livrait à des adresses qui n'existaient pas sur les cartes. On recevait des consignes de discrétion qu'on n'avait jamais eues avant. Ces révélations confirmaient les soupçons de Marchand sur les activités douteuses de la Transport lyonnais. L'entreprise servait visiblement de façade à des trafics plus ou moins légaux, et François Morel était tombé sur des preuves de ces activités parallèles. Un autre ancien employé, Jean-Claude Rousseau, qui occupait un poste de responsable d'exploitation, apporta des éléments encore plus précis. Il se souvenait d'une altercation entre François et Marcel Dubois, quelques semaines avant la disparition du comptable. Monsieur François était entré dans le bureau de Dubois avec un dossier sous le bras, raconta Rousseau. Ils ont parlé un moment à voix basse, puis on a entendu des éclats de voix. François est ressorti livide et Dubois était rouge de colère. Après ça, l'ambiance est devenue glaciale entre eux. Rousseau se rappelait aussi que François avait demandé à consulter certains documents comptables que Dubois gardait dans son coffre personnel. La demande avait été refusée sèchement, sous prétexte que ces papiers concernaient des « affaires confidentielles » qui ne relevaient pas des attributions du comptable. C'était la première fois que je voyais M. François se faire remettre à sa place comme ça, ajouta l'ancien employé.
Lui qui était si méticuleux, si respecté dans l'entreprise, il n'avait jamais eu de problème avec personne. Mais là, on sentait qu'il avait touché à quelque chose qu'il n'aurait pas dû toucher. Ces témoignages permettaient de reconstituer les dernières semaines de François Morel. L'homme avait découvert des irrégularités dans les comptes de son entreprise, il avait tenté d'en savoir plus. Ilès était heurté à l'hostilité de sa hiérarchie. Et finalement, il avait pris la décision de porter l'affaire devant les autorités compétentes. Marchand retrouva dans les affaires personnelles de François une ébauche de lettres destinées à l'inspection du travail. Le document, resté inachevé, évoquait des pratiques comptables douteuses et des mouvements financiers qui mériteraient un examen approfondi. François y mentionnait aussi sa volonté de faire toute la lumière sur ses activités, même si cela devait compromettre sa situation professionnelle. Cette lettre était datée du vendredi 13 avril 2001, soit 2 jours avant la disparition de la famille. Elle prouvait que François était déterminé à révéler ce qu'il avait découvert et qu'il ne s'embarrassait pas des conséquences personnelles de sa démarche. Parallèlement à ces investigations, Marchand avait demandé une expertise approfondie des restes découverts sur le massif du Pilat. Les résultats de l'analyse ADN confirmaient formellement l'identité des victimes. François, Claire, Sophie et Valérie Morel. Mais l'expertise révélait aussi des détails troublants sur les circonstances de leur mort. Les corps ne portaient pas de traces de violence physique majeure, ce qui écartait l'hypothèse d'un règlement de compte brutal. En revanche, des analyses toxicologiques sur les ossements révélaient la présence de barbiturique, des substances utilisées comme somnifères ou sédatifs. Cette découverte suggérait que la famille avait été empoisonnée, probablement à leur insu, avant d'être transportée sur le lieu de leur sépulture. Cette méthode d'exécution témoignait d'une organisation soigneusement planifiée. Les assassins avaient voulu éviter tout désordre, toute trace de lutte, tout élément qui pourrait attirer l'attention. Ils avaient agi avec un professionnalisme inquiétant, comme s'ils avaient l'habitude de ce genre d'opération. L'expertise révélait aussi que les corps avaient effectivement été déplacés, comme l'avait pressenti Marchand. L'analyse des sédiments trouvés sur les ossements indiquait qu'ils avaient d'abord séjourné dans un environnement différent, probablement une cave ou un sous-sol, avant d'être transportés vers leur sépulture définitive sur le massif. Cette manipulation post-mortem soulevait de nouvelles questions. Pourquoi avoir pris le risque de déplacer les corps 13 ans après les faits? Qui avait donné cet ordre et dans quel but? La réponse se trouvait peut-être dans les événements survenus en 2014, année où le garde forestier avait signalé des activités suspectes dans la région. Marchand entreprit de reconstituer ce qui était passé cette année-là. Ses recherches révélèrent qu'en 2014, Marcel Dubois avait fait l'objet d'un contrôle fiscal approfondi. L'administration avait épluché ses comptes, audité ses entreprises, vérifié l'origine de ses revenus. Bien que ce contrôle n'ait abouti à aucune sanction, il avait probablement inquiété l'entrepreneur et ses complices. Était sans doute à cette époque que la décision avait été prise de déplacer les corps de la famille Morel. Leurs assassins craignaient peut-être qu'une enquête fiscale poussée ne révèle l'existence de leur première sépulture, compromettant ainsi la version officielle de leur disparition. Mais cette manœuvre était retournée contre eux. En déplaçant les corps, ils avaient créé de nouvelles preuves, laissé de nouveaux indices, pris de nouveaux risques. Et finalement, était ce déplacement qui avait permis au père Antoine de découvrir les objets personnels de Sophie, relançant ainsi une enquête qu'il croyait définitivement enterrée. L'ironie de la situation échappait pas à Marchand. En tentant de protéger leur secret, les coupables avaient provoqué leur propre perte. Leur prudence excessive était devenue leur faiblesse, leur paranoïa leur ennemi le plus sûr. L'inspecteur décida d'approfondir l'enquête sur le contrôle fiscal de 2014. Il rencontra le fonctionnaire qui avait dirigé cette vérification, un homme rigoureux nommé Philippe Moreau, qui accepta de s'exprimer sous couvert d'anonymat.
L'affaire Dubois était complexe, expliqua Moreau dans un bureau discret de l'administration fiscale. Nous avions des soupçons sur l'origine de certains capitaux, sur des mouvements financiers atypiques, sur des sociétés écrans qui semblaient servir à blanchir de l'argent sale. Le fonctionnaire révéla que l'enquête fiscale avait été interrompue prématurément, sur ordre de sa hiérarchie. Officiellement, les éléments réunis N étaient pas suffisants pour justifier des poursuites. Officieusement, des pressions avaient été exercées pour classer le dossier sans suite. J'ai reçu un coup de téléphone du préfet en personne, confia Moreau. Il m'a expliqué que M. Dubois était un entrepreneur important pour la région, qu'il fallait éviter de nuire à son image sans preuve formelle. J'ai compris qu'il valait mieux ne pas insister. Cette révélation démontrait l'étendue des protections dont bénéficiait Marcel Dubois. L'homme N n'était pas seulement un criminel habile, c'était un personnage influent capable de faire jouer ses relations jusqu'au plus haut niveau de l'administration. Marchand comprenait maintenant pourquoi l'enquête de 2001 avait été sabotée si facilement. Dubois disposait de complicité suffisante pour orienter les investigations, écarter les témoins gênants, faire disparaître les preuves compromettantes. Il évoluait dans un réseau de protection qui le mettait à l'abri des conséquences de ses actes. Mais ce réseau avait aussi ses failles. En creusant les relations de Dubois, Marchand découvrit qu'il entretenait des liens étroits avec un certain nombre de personnalités locales. Élus, fonctionnaires, chefs d'entreprise, notables de toutes sortes. Ces relations S étaient nouées autour d'intérêts communs, mais elles reposaient aussi sur des secrets partagés qui pouvaient se retourner contre leurs détenteurs. L'inspecteur identifia plusieurs de ces personnalités et commença à les approcher discrètement. Il ne s'agissait pas de les accuser directement, mais de les amener à réfléchir sur leur position, de leur faire comprendre que leur silence pourrait bientôt leur coûter plus cher que leur témoignage. Le premier à craquer fut un ancien adjoint au maire, Roger Bertrand, qui avait facilité l'obtention de plusieurs marchés publics pour les entreprises de Dubois. Confronté aux preuves de ces arrangements illégaux, il accepta de négocier sa coopération contre une relative indulgence. Dubois me tenait, avoua-t-il lors d'un interrogatoire officieux. Il avait des preuves de mes irrégularités dans l'attribution des marchés. Si je refusais de l'aider, il menaçait de tout révéler. Bertrand expliqua comment fonctionnait le système. Dubois identifiait les faiblesses de chacun, montait des dossiers compromettants, puis utilisait ces informations pour obtenir des services en retour. Un véritable chantage organisé qui lui permettait de contrôler une partie significative de l'économie et de la politique locale. Quand François Morel a commencé à poser des questions sur les comptes de la Transport Lyonnais, poursuivit Bertrand, Dubois est devenu fou de rage. Il disait que ce comptable allait tout faire capoter, qu'il fallait le faire taire à tout prix. L'ancien adjoint au maire révéla que Dubois avait organisé plusieurs réunions secrètes dans les semaines précédant la disparition de la famille Morel. Ces rencontres rassemblaient ses principaux complices. Des hommes d'affaires, des fonctionnaires, des représentants des forces de l'ordre. L'objectif était de trouver une solution au problème François Morel. Au début, ils ont envisagé de l'acheter, expliqua Bertrand. Dubois était prêt à lui offrir une promotion, une augmentation importante, même un poste dans une autre entreprise. Mais François était incorruptible. Plus on lui proposait d'avantages, plus il se méfiait. Face à l'intégrité de François, le groupe avait ensuite imaginé de le discréditer professionnellement. Ils avaient envisagé de falsifier des documents pour le faire passer pour un comptable malhonnête, de monter de toutes pièces un scandale qui l'aurait contraint au silence. Mais cette solution présentait trop de risques et demandait trop de temps. Et puis un jour, continua Bertrand d'une voix blanche, Dubois a dit qu'il fallait en finir définitivement. Il a prononcé ces mots terribles. Un mort ne témoigne pas. Je pensais qu'il bluffait, qu'il cherchait juste à nous faire peur. Je n'ai jamais imaginé qu'il mettrait vraiment ces menaces à exécution. Cette confession bouleversait Marchand. Pour la première fois,
Il tenait un témoignage direct sur la préméditation du crime. Dubois n'avait pas agi dans un moment de colère ou de panique. Il avait froidement planifié l'assassinat de François Morel et de sa famille. « Mais pourquoi tuer aussi Claire et les enfants ?» demanda l'inspecteur. Elle ne représentait aucune menace. Bertrand baissa les yeux, visiblement rongé par le remords. Dubois disait que François avait forcément parlé à sa femme, qu'elle était au courant de ses découvertes. Et pour les petites, il prétendait qu'on ne pouvait pas prendre le risque qu'elles grandissent en sachant que leur père avait été assassiné. Cette logique implacable révélait la personnalité profondément perverse de Marcel Dubois. L'homme N n'était pas seulement un criminel, c'était un calculateur froid qui n'hésitait pas à sacrifier des innocents pour protéger ses intérêts. Bertrand révéla aussi l'identité de ceux qui avaient participé à l'exécution du plan. Outre Dubois lui-même, l'opération avait impliqué 2 de ses proches collaborateurs, son bras droit dans l'entreprise, un certain Vincent Garnier, et un homme de main recruté spécialement pour l'occasion, que tout le monde surnommait le Marseillais. Garnier s'occupait de la logistique, expliqua l'ancien adjoint. Il connaissait les habitudes de la famille Morel, leurs trajets, leurs horaires. C'est lui qui a organisé l'interception sur la route du Massif. Le Marseillais, lui, était chargé de la suite. Marchand nota soigneusement tous ces noms, toutes ces informations. Enfin, l'enquête prenait une tournure concrète. Il avait maintenant des suspects identifiés, un mobile clairement établi et un témoin prêt à témoigner de la préméditation du crime. Mais Bertrand avait d'autres révélations à faire. Il expliqua comment l'enquête de 2001 avait été sabotée de l'intérieur. Le commandant Renard-N n'était pas un complice direct de Dubois, mais il était influençable grâce à des dossiers compromettants que l'entrepreneur détenait sur lui. Renard avait des problèmes de jeu, révéla Bertrand. Là, il devait de l'argent à des gens peu recommandables. Dubois l'avait aidé à rembourser ses dettes, mais en échange, il attendait des services. Quand l'affaire Morel a éclaté, Dubois lui a demandé de faire traîner l'enquête, de écarter les témoins gênants, de privilégier les fausses pistes. Cette explication éclairait le comportement étrange de Renard pendant l'enquête. L'homme N n'était pas fondamentalement malhonnête, mais il était pris au piège de ses propres faiblesses. Dubois avait su exploiter ses difficultés personnelles pour en faire un instrument de sa protection. Bertrand mentionna aussi le rôle joué par d'autres complices dans le sabotage de l'enquête. Un greffier avait fait disparaître certains documents. Un expert avait orienté ses conclusions. Un magistrat avait classé des témoignages sans les examiner vraiment. Chacun avait apporté sa pierre à l'édifice de l'impunité, souvent sans réaliser l'ampleur de ce à quoi il participait. Dubois était un maître du chantage, résuma l'ancien élu. Il ne demandait jamais à quelqu'un de commettre un gros crime d'un coup. Il commençait par de petites compromissions, des arrangements mineurs, des négligences apparemment anodines. Et petit à petit, ses complices se retrouvaient trop impliqués pour pouvoir faire marche arrière. Cette technique de manipulation expliquait comment Dubois avait pu constituer un réseau aussi étendu de protection. Chacun de ses complices croyait n'être qu'un acteur mineur de petites irrégularités, sans réaliser qu'il participait à un système criminel beaucoup plus vaste. Marchand comprenait maintenant pourquoi l'affaire Morel avait pu être étouffée si facilement. Il ne s'agissait pas d'une simple corruption de quelques individus, mais d'un réseau tentaculaire qui avait infiltré de nombreuses institutions. Dubois avait su créer une toile d'interdépendance qui protégeait efficacement ses activités criminelles. Mais ce même réseau était aussi sa faiblesse. Car maintenant que l'affaire était relancée, chacun de ses complices allait devoir choisir entre la solidarité avec Dubois et sa propre sauvegarde. Et l'inspecteur comptait bien exploiter cette faille pour faire tomber toute l'organisation. Les jours suivants, Marchand multiplia les approches discrètes auprès des complices identifiés par Bertrand. Il ne cherchait pas encore à les arrêter, mais à leur faire comprendre que leur situation était devenue précaire, que leur silence ne les protégerait plus longtemps. Vincent Garnier, l'ancien bras droit de Dubois, fut le plus difficile à approcher.
L'homme vivait désormais dans le sud de la France, où il dirigeait une petite entreprise de construction. Quand Marchand le contacta, il n'y a d'abord toute implication dans l'affaire Morel. « Je ne sais pas de quoi vous parlez », répéta-t-il au téléphone. « J'ai quitté Lyon en 2003, j'ai refait ma vie ailleurs. Cette histoire ne me concerne pas. » Mais quand l'inspecteur lui révéla que Bertrand avait parlé, que son nom était cité explicitement dans les aveux de l'ancien élu, l'attitude de Garnier changea radicalement. Il accepta de rencontrer Marchand dans un café de Marseille, loin des oreilles indiscrètes. L'homme de 58 ans avait vieilli prématurément. Ses cheveux blancs, ses rides profondes, son regard fuyant trahissaient des années de culpabilité et d'angoisse. Quand Marchand lui montra les photos de Sophie et Valérie Morel, retrouvées mortes sur le massif du Pilat, Garnier s'effondra littéralement. « Mon Dieu !» murmura-t-il en cachant son visage dans ses mains. « Ces petites filles, je n'aurais jamais dû accepter. » Jamais. Pour la première fois depuis 15 ans, Vincent Garnier allait raconter sa version des événements de Pâques 2001, et son récit allait révéler des détails d'une cruauté inouïe sur les derniers moments de la famille Morel. Vincent Garnier tremblait en acceptant le café que lui avait servi Marchand dans ce bistrot marseillais où personne ne le connaissait. 15 années de cauchemars nocturnes, de sursauts au moindre bruit, de fuite perpétuelle devant sa propre conscience, avaient transformé cet homme autrefois sûr de lui en une épave rongée par le remords. Ses mains ne parvenaient plus à tenir fermement la tasse, et sa voix se brisait à chaque phrase. « Je vais tout vous dire », finit-il par murmurer en regardant fixement la table. « Je n'en peux plus de porter ce secret. Chaque nuit, je les vois. François qui me supplie de laisser partir sa famille. Claire qui serre ses filles contre elle en pleurant. Et ses petites, Sophie et Valérie, qui ne comprenaient pas pourquoi des adultes leur faisaient du mal. » L'inspecteur Marchand activa discrètement son enregistreur, conscient qu'il était sur le point d'entendre la vérité complète sur l'une des affaires les plus sordides de sa carrière. Autour d'eux, la vie continuait normalement dans ce café de quartier. Les clients parlaient de leurs préoccupations quotidiennes. Ignorant qu'à quelques mètres d'eux se déroulait la confession d'un des crimes les plus abominables que Lyon ait connus. Tout a commencé quand François a découvert les vrais livres de contes, raconta Garnier d'une voix à peine audible. Dubois avait une double comptabilité, les comptes officiels que François connaissait et les vrais comptes que Dubois gardait dans un coffre chez lui. Ces comptes révélaient l'ampleur de nos activités. Illégales. Vincent expliqua que la Transport Lyonnais servait de façade à un réseau de blanchiment d'argent qui s'étendait sur plusieurs pays européens. Des capitaux d'origine douteuse transitaient par l'entreprise, étaient transformés en facturation fictive de transport, puis ressortaient propres vers des comptes en Suisse et au Luxembourg. Nous transportions aussi de vraies marchandises, précisa-t-il, mais pas seulement légales. Certains chargements contenaient de la contrebande, cigarettes, alcool, parfois des choses plus compromettantes. François ne le savait pas, il ne s'occupait que de la comptabilité visible. Le système fonctionnait parfaitement depuis des années, générant des bénéfices considérables pour Dubois et ses associés. Mais François Morel, par son intégrité professionnelle et sa méticulosité, était devenu une menace pour toute l'organisation. Un jour, François a trouvé des incohérences dans les déclarations de TVA, continua Garnier. Il a voulu comprendre d'où venaient certains montants qui n'apparaissaient pas dans sa comptabilité. Il a posé des questions, demandé à consulter des documents, insisté pour avoir accès aux factures originales. Face à l'insistance de son comptable, Dubois avait d'abord tenté de gagner du temps. Il inventait des excuses, prétextait que certains documents étaient chez les avocats, promettait de fournir les justificatifs plus tard. Mais François ne se laissait pas décourager. Sa conscience professionnelle lui interdisait de signer des déclarations sans avoir vérifié leur exactitude. François était quelqu'un de bien, reconnut Garnier avec amertume,
Il croyait en la justice, en l'honnêteté, en la valeur du travail bien fait. Il ne pouvait pas imaginer qu'il travaillait pour des criminels. La tension était montée progressivement dans l'entreprise. Dubois devenait de plus en plus agressif avec François, lui reprochait sa curiosité excessive, lui interdisait l'accès à certains dossiers. Mais cette attitude ne faisait qu'attiser les soupçons du comptable. Le vendredi 13 avril, continua Vincent, François a menacé de porter l'affaire devant les autorités si Dubois ne lui fournissait pas les explications qu'il demandait. Il avait déjà commencé à rédiger un rapport pour l'inspection du travail. Dubois a compris qu'il n'y avait plus moyen de faire marche arrière. Ce soir-là, Dubois avait convoqué ses principaux complices dans l'arrière-salle d'un restaurant lyonnais qu'il fréquentait régulièrement. Autour de la table, outre Vincent Garnier, se trouvaient Roger Bertrand, l'homme surnommé le Marseillais, et deux autres associés dans le blanchiment d'argent. Dubois nous a dit qu'il fallait résoudre le problème Morel avant lundi, se souvint Vincent. Il parlait de François comme d'un obstacle à éliminer, pas comme d'un être humain. Pour lui, tuer était une simple décision commerciale. Le plan avait été élaboré avec un cynisme glaçant. Connaissant les habitudes religieuses de la famille Morel, Dubois savait qu'ils se rendraient à la messe de Pâques le dimanche matin. Il suffisait de les intercepter sur la route de la basilique, de leur faire croire à un contrôle de police et de les emmener dans un endroit isolé. Le Marseillais était chargé de se procurer de faux uniformes de police, expliqua Garnier. Moi, je devais me renseigner sur l'itinéraire exact que prendrait la famille. Et Dubois devait fournir le produit pour les endormir. Vincent révéla que Dubois avait des contacts dans le milieu médical, des praticiens peu scrupuleux qui lui fournissaient occasionnellement des substances pour ses activités criminelles. C'est par ce biais qu'il s'était procuré les barbituriques qui serviraient à empoisonner la famille Morel. L'idée était de leur faire avaler le produit en leur offrant à boire, précisa l'ancien complice. Nous devions nous présenter comme des policiers en mission, prétendre faire un contrôle de routine et profiter de leur confiance pour leur administrer le poison. Ce dimanche 15 avril 2001, Vincent Garnier et le Marseillais avaient pris position sur la route du massif du Pilat, vêtus de faux uniformes de police. Ils attendaient dans une voiture banalisée, avec des papiers d'identité falsifiés et tout l'attirail nécessaire pour donner le change. Quand j'ai vu arriver la Peugeot bleue de François, raconta Vincent les larmes aux yeux, j'ai eu envie de tout arrêter. Je voyais les petites filles à l'arrière, Sophie avec sa jolie robe du dimanche, Valérie qui tenait sa poupée. Elles souriaient, elles étaient heureuses d'aller à la messe avec leurs parents. Et moi, j'y étais là pour... Sa voix se brisa complètement. Marchand attendit patiemment qu'il se ressaisisse, conscient de l'importance cruciale de ce témoignage pour comprendre les derniers moments de la famille Morel. Le Marseillais a fait signe à François de s'arrêter, reprit Vincent, après s'être essuyé les yeux. François a obéi immédiatement, comme tout citoyen respectueux de la loi. Il est sorti de sa voiture avec le sourire, prêt à coopérer avec ce qu'il croyait être un contrôle de police. L'interception S était déroulée sans difficulté. François avait présenté ses papiers, répondu poliment aux questions, expliqué qu'il se rendait à la messe avec sa famille. Claire était restée dans la voiture avec les enfants, un peu inquiète mais faisant confiance aux autorités. Le Marseillais a prétexté un problème avec les papiers du véhicule, continua Vincent. Il a dit qu'il fallait nous suivre au poste pour vérification. François a accepté sans méfiance. Il pensait que ça ne prendrait que quelques minutes. Les deux voitures avaient pris la direction des anciennes carrières, François suivant le véhicule de police qu'il croyait authentique. Claire avait tenté de le rassurer en lui disant que ce N était qu'un malentendu, que tout s'arrangerait rapidement. Les petites filles posaient des questions auxquelles leurs parents ne savaient que répondre. Arrivé sur le terrain vague, poursuivit Vincent, le Marseillais a demandé à toute la famille de descendre de voiture. Il a prétendu qu'il devait fouiller le véhicule. C'est là que François a commencé à avoir des doutes. François avait remarqué que ces policiers n'avaient pas de radio.
que leurs véhicules N n'étaient pas équipés des dispositifs réglementaires, que leurs uniformes présentaient des anomalies. Son instinct lui disait que quelque chose ne tournait pas rond, mais il était trop tard pour réagir. Dubois est arrivé à ce moment-là, expliqua Garnier. Il est sorti de sa voiture avec un thermos de café et des gobelets en plastique. Il a dit à François qu'il voulait lui parler, que s'il trouvait un arrangement, tout pourrait s'arranger. Marcel Dubois avait tenté une dernière fois de corrompre son comptable. Il lui offrait une somme d'argent considérable pour son silence, un nouveau poste dans une de ses entreprises, même un déménagement aux frais de la société si François préférait quitter Lyon. Mais face à Claire et ses filles, François avait catégoriquement refusé. François a dit qu'il ne voulait pas que ses filles grandissent en sachant que leur père était un homme malhonnête. Se souvint Vincent. Il a dit que certaines valeurs valaient plus que l'argent, que sa conscience ne lui permettrait jamais d'accepter ce chantage. Cette réponse avait mis Dubois en rage. Il avait alors révélé sa véritable identité, expliqué qu'il n'y avait pas d'issue, que François en savait trop pour être laissé en vie. Claire avait hurlé de terreur en comprenant qu'ils étaient tombés dans un piège mortel. Les petites ne comprenaient pas ce qui se passait. Continua Vincent en sanglotant. Sophie demandait pourquoi le monsieur était méchant avec papa. Valérie pleurait parce que sa maman avait peur. C était insoutenable. Dubois avait alors sorti le thermos de café empoisonné. Il avait expliqué froidement que la famille avait le choix entre boire ce café ou subir une mort beaucoup plus douloureuse. François avait supplié qu'on épargne au moins sa femme et ses enfants, promettant son silence éternel en échange de leur vie. Dubois a refusé, raconta Vincent. Il a dit que Claire était forcément au courant des découvertes de François, qu'elle pourrait témoigner plus tard. Et pour les petites, il a dit cette phrase abominable: « Des orphelines qui grandissent, ça devient dangereux ». Face à l'ultimatum, François avait pris la décision la plus douloureuse de sa vie. Pour épargner à sa famille une agonie prolongée, il avait accepté de boire le premier le café empoisonné, espérant que son sacrifice convaincrait Dubois d'épargner Claire et les enfants. François est mort en regardant ses filles, murmura Vincent. Ces derniers mots ont été pour leur dire qu'il les aimait, qu'elles étaient les plus belles petites filles du monde. Claire a compris qu'elle devait boire à son tour pour protéger Sophie et Valérie. La suite du récit était d'une cruauté inimaginable. Claire avait supplié Dubois de laisser partir ses filles, promettant de raconter qu'elle était perdue dans la forêt, qu'elle ne se souvenait de rien. Mais l'entrepreneur était resté inflexible. Claire a donné le café aux petites en leur disant que CC était un médicament pour dormir, expliqua Vincent. Elle leur a chanté une berceuse pendant qu'elles s'endormaient. Sophie a dit qu'elle avait mal au ventre. Valérie a demandé si papa et maman dormiraient aussi. Vincent Garnier s'arrêta de parler, terrassé par l'émotion. Dans ce café marseillais, cet homme brisé revivait le pire moment de sa vie. Cette scène d'horreur qu'il avait tenté d'oublier pendant 15 ans, mais qui continuait à le hanter chaque nuit. Marchand lui laissa le temps de se ressaisir, bouleversé lui aussi par ce récit d'une barbarie inouïe. Il pensait à ses propres enfants, à leur innocence, à leur confiance absolue en leurs parents. Comment des adultes avaient-ils pu s'en prendre à des êtres aussi purs que Sophie et Valérie Morel? Après, reprit Vincent d'une voix presque inaudible, nous avons transporté les corps dans la cave de l'entreprise. Dubois voulait attendre que les recherches s'arrêtent avant de les enterrer définitivement. Il disait qu'il fallait laisser passer du temps pour que l'affaire tombe dans l'oubli. Les corps de la famille Morel avaient donc séjourné 13 ans dans cette cache improvisée, tandis qu'au-dessus d'eux, la vie reprenait son cours normal. Dubois avait fermé l'entreprise en 2003, officiellement pour difficultés économiques, mais en réalité pour effacer toute trace de ses activités criminelles. En 2014, continua Vincent, Dubois a paniqué à cause du contrôle fiscal. Il avait peur que les enquêteurs découvrent la cave où étaient cachés les corps.
C'est pourquoi il a décidé de les déplacer vers le massif. Cette opération nocturne avait été observée par le garde forestier Henri Lefebvre, mais son signalement n'avait pas été pris au sérieux par les autorités. Une négligence de plus qui avait permis aux criminels de mener leur sinistre besogne sans être inquiétés. Dubois voulait que les corps soient découverts un jour, révéla Vincent. Pas tout de suite, mais plus tard, quand tous les témoins auraient disparu, quand lui-même serait mort ou en retraite loin de Lyon. Il voulait que la famille Morel ait une sépulture, mais seulement quand cela ne présenterait plus aucun risque pour lui. Cette révélation éclairait d'un jour nouveau la découverte du père Antoine. Dubois n'avait pas cherché à faire disparaître définitivement les corps, mais à retarder leur découverte jusqu'à ce que l'affaire soit prescrite ou que les preuves soient devenues inexploitables. « Et le Marseillais » demanda Marchand. « Qu'est-ce qu'il est devenu » Vincent baissa les yeux. « Il est mort en 2008, accident de voiture sur l'autoroute du Sud, mais ce n'était peut-être pas vraiment un accident. Dubois n'aimait pas laisser des témoins gênants en vie trop longtemps. Cette information suggérait que Marcel Dubois avait peut-être éliminé systématiquement tous ceux qui pouvaient témoigner contre lui. Vincent lui-même n'avait survécu que parce qu'Ilès était exilé loin de Lyon et qu'il avait gardé le silence pendant 15 ans. « Pourquoi acceptez-vous de parler maintenant ?» demanda l'inspecteur. « Parce que je n'en peux plus », répondit Vincent. 15 ans à voir leur visage dans mes cauchemars, 15 ans à entendre les pleurs de ces petites filles, 15 ans à porter cette culpabilité. Je sais que je vais payer pour ce que j'ai fait, mais au moins leur famille aura enfin la vérité. Marchand referma son carnet, conscient qu'il tenait désormais tous les éléments nécessaires pour confondre Marcel Dubois et démanteler son réseau de complicité. Le témoignage de Vincent Garnier était accablant, détaillé, cohérent avec tous les autres éléments de l'enquête. En quittant Marseille, l'inspecteur savait que la phase finale de l'enquête allait commencer. Il fallait maintenant arrêter Dubois avant qu'il n'ait le temps de fuir ou d'éliminer les dernières preuves de ses crimes. Car un homme capable d'assassiner une famille entière pour protéger ses secrets ne reculerait devant rien pour sauver sa peau. De retour à Lyon, Marchand organisa l'arrestation de Marcel Dubois avec l'aide du GIGN. L'entrepreneur fut appréhendé à son domicile, sans résistance, comme s'il avait toujours su que ce moment finirait par arriver. Quand les policiers l'informèrent des charges qui pesaient contre lui, il se contenta de sourire amèrement. « 15 ans, murmura-t-il. J'ai eu 15 ans de tranquillité. C'est plus que beaucoup de criminels. » Dans les jours qui suivirent, les autres complices furent arrêtés un à un. Roger Bertrand, Vincent Garnier, les fonctionnaires corrompus, les hommes d'affaires impliqués dans le blanchiment. Tout le réseau S écroulait comme un château de cartes, emporté par le poids de ses propres mensonges. L'ancien commandant Renard fut également mis en cause pour son rôle dans le sabotage de l'enquête originelle. Confronté aux preuves de sa négligence, il reconnut avoir subi des pressions, mais nia toute participation volontaire au crime. Sa culpabilité morale était évidente, même si sa responsabilité pénale restait à établir. Étienne Morel assista à ces arrestations avec un mélange de satisfaction et de tristesse. Justice était enfin rendue à son frère et à sa famille, mais rien ne pourrait ramener François, Claire, Sophie et Valérie. Leur mort restait une blessure à vif qui ne se refermerait jamais complètement. Au moins, confia-t-il au père Antoine, ils pourront reposer en paix maintenant, et leurs assassins payeront pour leurs crimes. Le procès de Marcel Dubois et de ses complices s'ouvrit 18 mois plus tard devant la cour d'assises du Rhône. L'affaire fit la une de tous les journaux, révélant au grand public l'ampleur de la corruption qui avait gangréné une partie des institutions lyonnaises. Dubois fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat de la famille Morel. Vincent Garnier écopa de 20 ans de prison pour complicité de meurtre. Roger Bertrand et les autres complices reçurent des peines proportionnelles à leur implication dans l'affaire. Mais au-delà des sanctions pénales, cette affaire eut des répercussions profondes sur la société lyonnaise. Elle révéla les dangers de la corruption, l'importance de l'intégrité professionnelle.
la nécessité d'institutions irréprochables pour protéger les citoyens. Dans son homélie du dimanche suivant le verdict, le père Antoine évoqua le sacrifice de François Morel, cet homme qui avait préféré mourir plutôt que de trahir ses convictions. Il rappela que dans un monde où les compromissions semblent parfois plus faciles que la droiture, il faut du courage pour rester fidèle à ses valeurs. François, Claire, Sophie et Valérie Morel ne sont pas morts en vain, déclara-t-il à ses paroissiens. Leur sacrifice nous rappelle que la vérité finit toujours par triompher, même si le chemin est long et douloureux. Il nous enseigne que certaines valeurs méritent qu'on leur consacre sa vie, et si nécessaire, qu'on leur sacrifie sa vie. Étienne Morel put enfin organiser des obsèques dignes pour sa famille. François, Claire, Sophie et Valérie furent inhumés dans le cimetière de Loyasse, sur les hauteurs de Lyon, face à cette ville qu'ils avaient aimée et qui les avait si mal protégés. Sur leur tombe, une inscription simple, « Mort pour avoir choisi la vérité ». Chaque année, le dimanche de Pâques, Étienne se rend sur cette tombe avec le père Antoine et l'inspecteur Marchand. Ils déposent des fleurs, récitent une prière et se souviennent de cette famille ordinaire devenue extraordinaire par son sacrifice involontaire. Car l'histoire de François Morel et de sa famille dépasse le cadre d'un simple fait divers. Elle interroge chacun d'entre nous sur nos propres choix, nos propres compromissions, notre propre courage face à l'injustice. Elle nous rappelle que derrière chaque silence complice, derrière chaque arrangement douteux, derrière chaque négligence volontaire, il peut y avoir des victimes innocentes qui paient le prix de notre lâcheté. L'inspecteur Marchand garda longtemps sur son bureau la photo de Sophie Morel, cette petite fille de 6 ans, au sourire radieux, qui ne savait pas qu'elle allait mourir pour avoir eu un père honnête. Cette image lui rappelait chaque jour pourquoi il avait choisi ce métier, pourquoi il était important de chercher la vérité même quand elle dérange, même quand elle coûte cher. Dans notre société, aimait-il dire à ses jeunes collègues, nous avons tendance à croire que la corruption ne fait pas de victimes directes. Nous pensons qu'il s'agit de petits arrangements entre adultes consentants, de compromissions qui ne font de mal à personne. L'affaire Morel nous prouve le contraire. La corruption tue, la corruption détruit des familles, la corruption permet aux criminels de prospérer en toute impunité. Le père Antoine, lui, intégra cette expérience dans sa mission pastorale. Il comprit que l'Église ne pouvait pas se contenter de prêcher la morale dans l'abstrait, qu'elle devait aussi s'engager concrètement pour la justice sociale. Il créa dans sa paroisse un groupe de réflexion sur l'éthique professionnelle, invitant ses paroissiens à s'interroger sur leurs propres pratiques, sur les compromissions qu'ils acceptaient au quotidien. Dieu nous demande d'être des témoins de la vérité, expliquait-il lors de ses homélies. Cela ne signifie pas seulement dire la vérité, mais aussi refuser le mensonge, dénoncer l'injustice, protéger les innocents. François Morel est mort pour avoir voulu être ce témoin. À nous de continuer son combat. Quant à Étienne, il transforma sa douleur en engagement. Il créa une association d'aide aux familles de disparus, s'appuyant sur son expérience pour accompagner d'autres personnes dans leur quête de vérité. Il savait mieux que quiconque ce que représentent des années d'incertitude, d'espoir et de désespoir mêlés, de combat contre l'indifférence administrative. Personne ne devrait vivre ce que j'ai vécu, disait-il aux familles qui l'accompagnaient. 15 ans à ne pas savoir, 15 ans à se demander si François et sa famille étaient encore vivants quelque part, s'ils pensaient à moi, s'ils souffraient. Cette incertitude est pire que la mort elle-même. Son association obtint rapidement des résultats concrets. Elle fit pression sur les autorités pour améliorer la prise en charge des disparitions, pour systématiser les recherches, pour éviter que des dossiers tombent dans l'oubli. Grâce à son action, plusieurs affaires anciennes furent rouvertes et trouvèrent leur dénouement. L'affaire Morel eut aussi des répercussions sur les institutions lyonnaises. Une commission d'enquête parlementaire fut créée pour analyser les dysfonctionnements qui avaient permis le crime et son impunité.
Ces conclusions aboutirent à des réformes importantes. Renforcement des contrôles internes, rotation plus fréquente des responsables d'enquête, protection accrue des témoins et des lanceurs d'alerte. Le rapport final de cette commission contenait un passage particulièrement émouvant. François Morel était un homme ordinaire qui a fait un choix extraordinaire. Placé devant un dilemme moral, il a choisi l'intégrité plutôt que la facilité, la vérité plutôt que le profit, le bien commun plutôt que son intérêt personnel. Sa mort et celle de sa famille nous rappellent que la démocratie repose sur des citoyens capables de tels choix, et que notre devoir est de les protéger. Aujourd'hui, presque 10 ans après la découverte de leur corps, François, Claire, Sophie et Valérie Morel ne sont plus seulement des victimes d'un crime atroce. Ils sont devenus des symboles de résistance à la corruption, d'attachement aux valeurs démocratiques, de courage face à l'adversité. Leur histoire est enseignée dans les écoles de police, citée dans les cours d'éthique professionnelle, évoquée dans les formations de magistrats. Elle sert d'exemple pour expliquer pourquoi l'intégrité n'est pas une valeur abstraite, mais une nécessité concrète pour protéger la société de la barbarie. Chaque année, le 15 avril, jour anniversaire de leur disparition, une cérémonie a lieu sur les pentes du massif du Pilat, à l'endroit où le père Antoine a découvert la chaînette de Sophie. Des représentants de toutes les institutions y participent, police, justice, administration, élus locaux. Ils viennent se recueillir, mais aussi se rappeler leurs responsabilités, renouveler leur engagement pour la vérité et la justice. Une stèle a été érigée sur ce lieu, portant une inscription choisie par Étienne. À François, Claire, Sophie et Valérie Morel, morts pour avoir cru en la justice. À tous ceux qui refusent les compromissions, pour que de tels crimes ne se reproduisent jamais. Cette stèle est devenue un lieu de pèlerinage pour tous ceux qui luttent contre la corruption, qui dénoncent les injustices, qui refusent de fermer les yeux sur les dérives de notre société. Elle rappelle que derrière chaque combat pour la transparence, il y a des visages humains, des familles qui méritent d'être protégées. Mais l'héritage le plus beau de la famille Morel, c'est peut-être l'exemple qu'ils ont donné aux générations suivantes. Dans les écoles de Lyon, les enseignants racontent leur histoire pour expliquer aux enfants l'importance de l'honnêteté, du courage, de la solidarité. Sophie et Valérie, mortes si jeunes, sont devenues des modèles pour leurs camarades d'aujourd'hui. Regardez ces deux petites filles, dit souvent maîtresse Martin à ses élèves de CE1, en leur montrant la photo de Sophie et Valérie. Elles avaient de votre âge quand des méchants les ont fait du mal. Mais grâce à leur papa qui a dit la vérité, grâce à des gens courageux qui ont cherché la justice, ces méchants ont été punis. Cela nous apprend qu'il ne faut jamais avoir peur de dire la vérité, même quand c'est difficile. Les enfants écoutent cette histoire avec une attention particulière, touchés par le destin de ces petites filles qui leur ressemblent. Certains demandent s'ils auraient eu le courage de François, d'autres s'inquiètent pour leurs propres parents. Mais tous retiennent la leçon essentielle. La vérité est plus forte que le mensonge, la justice plus forte que la corruption. Cette transmission de mémoire est sans doute la plus belle victoire de François Morel. Lui qui est mort pour ses convictions continue de les faire vivre à travers les générations nouvelles. Son sacrifice n'a pas été vain s'il permet à d'autres de choisir la voie de l'intégrité, s'il inspire d'autres résistances à l'injustice. L'affaire Morel a aussi marqué un tournant dans la conscience collective lyonnaise. Avant cette révélation, beaucoup de citoyens fermaient les yeux sur les petites corruptions du quotidien, sur les arrangements discrets, sur les passe-droits qui semblaient sans conséquence. Depuis, la vigilance s'est accrue, la tolérance a diminué, l'exigence démocratique s'est renforcée. Les journalistes locaux se sont emparés de cette nouvelle sensibilité pour développer un journalisme d'investigation plus poussé. Ils scrutent les marchés publics, analysent les nominations suspectes, dénoncent les conflits d'intérêts. L'omerta qui protégeait autrefois certaines pratiques douteuses s'est largement fissurée.
L'affaire Morel nous a ouvert les yeux, reconnaît Jacques Dubois, journaliste au Progrès de Lyon. Nous avons compris que notre rôle, n'était pas seulement d'informer, mais aussi de surveiller, de questionner, de déranger quand c'est nécessaire. François Morel est mort parce que personne, était là pour le protéger quand il a voulu dire la vérité. Notre devoir est de faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Cette évolution du journalisme local a permis de révéler d'autres affaires, moins dramatiques que celles des Morel, mais tout aussi significatives de dérives qu'il fallait corriger. Des élus ont dû démissionner, des fonctionnaires ont été sanctionnés, des entrepreneurs ont été poursuivis. La peur du scandale est devenue un garde-fou efficace contre la tentation de la corruption. Parallèlement, la société civile s'est organisée. Des associations de surveillance démocratique se sont créées, animées par des citoyens désireux de s'assurer que leurs institutions fonctionnent correctement. Elles étudient les budgets publics, analysent les décisions administratives, interpellent les responsables politiques. Nous sommes tous un peu responsables de ce qui est arrivé à la famille Morel, explique Catherine Rousseau, présidente de l'association Transparence Lyon. Nous avons laissé faire, nous avons fermé les yeux, nous avons préféré ne pas savoir. Maintenant, nous avons compris que la démocratie ne fonctionne que si les citoyens s'en mêlent vraiment. Cette mobilisation citoyenne a porté ses fruits. Lyon est aujourd'hui cité en exemple pour la qualité de sa gouvernance, la transparence de ses institutions, l'efficacité de ses contrôles démocratiques. La ville a même reçu plusieurs prix nationaux récompensant ses efforts en matière de lutte contre la corruption. Mais au-delà de ces transformations institutionnelles, c'est peut-être dans les cœurs que l'héritage de François Morel est le plus vivace, car son histoire a touché quelque chose de profond dans l'âme humaine. Cette aspiration à la justice qui sommeille en chacun de nous, cette révolte contre l'injustice qui nous pousse à agir malgré nos peurs. Combien de lanceurs d'alerte ont trouvé le courage de parler en pensant à François? Combien de témoins ont accepté de témoigner en se souvenant de Madame Bernard, si longtemps ignorée? Combien de responsables ont refusé une compromission en imaginant le visage de Sophie et Valérie? Ces questions n'auront jamais de réponse chiffrée, mais leur importance est immense. Car c'est ainsi que se construit une société plus juste. Par l'accumulation de petits courages individuels, par la multiplication de refus face à l'inacceptable, par la persistance de ceux qui croient encore que la vérité peut l'emporter sur le mensonge. Et si vous visitez aujourd'hui le cimetière de Loyasse, sur les hauteurs de Lyon, vous verrez que la tombe de la famille Morel n'est jamais sans fleurs. Des inconnus viennent s'y recueillir, des familles expliquent l'histoire à leurs enfants, des couples y échangent des promesses de fidélité aux valeurs qui comptent vraiment. Sur la pierre tombale, quelqu'un a gravé une phrase de François Morel, tirée d'une lettre qu'il avait écrite à son frère Étienne quelques mois avant sa mort. « Il vaut mieux mourir debout que vivre à genoux ». Ces mots résument toute la philosophie de cet homme ordinaire devenu héros malgré lui. Car au final, c'est peut-être cela le plus bel héritage de François, Claire, Sophie et Valérie Morel. Nous avoir rappelé qu'être héros, ce n'est pas accomplir des exploits extraordinaires. C'est simplement refuser de se taire quand il faut parler, refuser de courber l'échine quand il faut résister, refuser l'indifférence quand il faut s'indigner. Leur histoire nous enseigne que nous avons tous en nous la capacité de être des héros, à notre mesure, dans notre quotidien. Il suffit de choisir la vérité plutôt que le mensonge, la justice plutôt que l'injustice, le courage plutôt que la lâcheté. Ce sont des choix difficiles, parfois dangereux, mais qui donnent un sens à nos vies et construisent un monde meilleur pour nos enfants. Aujourd'hui, quand vous entendrez parler de corruption, de malversation, d'abus de pouvoir, souvenez-vous de François Morel et de sa famille. Souvenez-vous qu'il y a des hommes et des femmes qui paient parfois de leur vie le prix de leur intégrité. Et demandez-vous ce que vous êtes prêts à faire, vous aussi, pour que leur sacrifice ne soit pas vain. Car l'histoire de la famille Morel n'est pas seulement une tragédie du passé, c'est aussi un appel du présent, une exigence pour l'avenir,
un appel à la vigilance, à l'engagement, au courage, une exigence de vérité, de justice, de solidarité. Si vous aussi, cette histoire vous a touché, si elle a réveillé en vous cette soif de justice qui caractérise les âmes nobles, alors partagez-la autour de vous. Racontez l'histoire de François, Claire, Sophie et Valérie à vos proches, à vos enfants, à vos collègues. Faites vivre leur mémoire, perpétuez leur message, continuez leur combat. Car c'est ensemble, par nos choix individuels et notre action collective, que nous bâtirons une société où de telles tragédies ne pourront plus se reproduire. Une société où la vérité n'est plus dangereuse à dire, où la justice n'est plus un luxe réservé aux puissants, où l'intégrité n'est plus punie de mort. La famille Morel nous a montré le chemin. À nous de le suivre, pour eux, pour nous, pour tous ceux qui viendront après nous et qui méritent de vivre dans un monde plus juste et plus humain.